Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Magali Boisseau. Bonjour Magali. Bonjour Romain. Est-il possible de résoudre les problématiques sociales et environnementales tout en partant en vacances et en faisant des économies ? Alors vous allez me dire, oui Romain, tu pars pas en vacances et tu fais un chèque. Bon, c'est pas tout à fait de ce dont on va parler aujourd'hui. Et la question c'est comment contribuer, voire construire un tourisme responsable au travers d'un écosystème vertueux. Voilà le projet ambitieux porté par Magali. Magali, tu es à la fois, et sans hiérarchie, entrepreneur, maman, conjointe, amie, manager, codeuse geekette. Moi, j'aime bien le mot geekette. Bref, tu cumules toutes les fonctions et les responsabilités. Tu nous partageras ta secret sauce, s'il te plaît. Magali, nous avons échangé avant l'été et nous avons écouté, entendu une histoire faite de rebondissements ou de tipping point, devrais-je dire. Alors Magali, qui es-tu ? Romain, je te remercie, Lucie aussi, de m'accueillir aujourd'hui. Alors, je vais d'abord reprendre un terme, c'est codeuse. En fait, je suis no-codeuse. On peut dire programmeuse, et je reviendrai sur ce terme plus tard. Et quand tu parles de tipping points, effectivement, parfois on a un tipping point dans notre vie, et parfois on en a plusieurs. Moi, j'en ai eu plusieurs. Et c'est ce qui fait, je pense, que notre vie est riche et on se sent vivant. Et je pense que si je les avais pas eus, je m'ennuierais et j'angoisserais. Parce que voilà, on est dans un monde aujourd'hui, en 2023, avec tout ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Bon, voilà, donc c'est pour ça qu'on remplit nos vies, en fait, et qu'on a besoin toujours de se sentir occupé dans notre esprit, se sentir occupé, et puis physiquement aussi, c'est important. Mais il est aussi important de prendre des périodes de pause pour justement avoir ce temps de création, de réflexion que l'on n'a pas quand on est tout le temps dans le métro, dans le bus, dans chercher, préparer le rendez-vous, etc. Bon, voilà, c'est un petit peu une introduction longue, mais ça me définit. Je suis très, très entrepreneuse, maintenant on peut dire les deux, depuis toute petite. Et voilà, je pense que j'ai ça dans les gènes, en fait. Et puis carrément idéaliste aussi. Donc voilà, j'ai les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Et je parle à des parents, donc je sais ce que vous pensez de ça. C'est le fait qu'on soit toujours émerveillé. On perd ça en grandissant. Je trouve ça dommage. Et je crois que c'est Grand Corps Malade qui dit l'avenir appartient à ceux qui rêvent. Et c'est dommage qu'on rêve pas plus que ça. Nous, les adultes, on perd un petit peu ça, et les enfants l'ont dans leur regard, cet émerveillement. Voilà. Donc, quand on est entrepreneur ou même salarié et qu'on prend des décisions où on veut changer les choses de l'intérieur, on doit toujours avoir cette petite étoile dans nos yeux qui fait que la vie est plus belle, quoi, et plus intéressante, excitante. Même s'il y a des hauts et des bas, je pense que s'il n'y avait pas les bas, il n'y aurait pas les hauts. Et c'est vrai que c'est une réflexion que je me suis faite en te voyant. Et bon, malheureusement, nos auditeurs ne te voient pas puisqu'on n'est que sur un format audio. Mais tu as ces étoiles dans les yeux. Vraiment, quand on rencontre Magali, quand on te rencontre, c'est quelque chose qu'on ressent tout de suite. Ça pétille, il y a quelque chose d'assez joyeux, enthousiaste. Alors même que tu es quand même sur des sujets, en tout cas la cause que tu défends, je ne sais pas si on peut la nommer joyeuse et enthousiaste. Elle est voilà, dure. exactement. Il faut en fait, parce que
qu'est-ce qu'on va faire sinon? Quand tu vois qu'il y a 70% des entreprises, c'est 10% des entreprises, qui génèrent 70% des émissions de gaz à effet de serre, on se dit, ça sert à rien alors qu'on fasse quoi que ce soit, nous, à notre niveau. Mais en fait, c'est le principe du colibri, c'est individuellement, plus on fait individuellement, plus on montre l'exemple. Et donc, du coup, en fait, c'est cet exemple qui va faire que peut-être qu'à la base, on va être 5% à progresser, à montrer l'exemple, puis après on va être 10 et puis on va justement atteindre ce point de bascule, ce fameux tipping point de la minorité qui va agir sur la majorité. C'est le fameux, la loi de Pareto finalement, où c'est une minorité qui a un impact. Vous connaissez les 20% qui génèrent 80% du chiffre d'affaires, les 20% de clients qui génèrent 80% de litiges. Et puis dans nos vies, c'est la même chose. C'est toujours une minorité, les manifestations, c'est pas grave, c'est une minorité qui va impacter la vie des gens, qui fait que quand il y a les manifs, on est bloqué dans les transports et donc ça bloque 80% des gens. Voilà, donc c'est cette minorité-là qui va impacter, qui va faire en sorte qu'il y ait un point de bascule et que les lois ensuite vont progresser et que les modèles des entreprises vont évoluer. C'est notre objectif. Ton envie d'entreprendre vient d'où? Tu viens d'où en fait, toi? Alors, moi je viens d'une famille modeste. Mon papa est coiffeur, il est toujours coiffeur à domicile, il vient de Sologne, à côté de la Loire, à côté d'Orléans. Donc j'ai grandi, je passais tous mes week-ends dans la forêt, voilà, donc je suis très proche de la nature, et ma mère était journaliste, et on a eu plusieurs drames dans la famille qui a fait que ma mère a perdu son emploi et puis ensuite ça a été de mal en pis et donc voilà, ça a été un peu un gouffre financier et de santé et psychologique, etc. Et donc je me suis retrouvée à 16 ans hors de chez moi. Donc j'étais chez mon copain de l'époque parce que chez moi c'était pas vivable. Et donc après, je suis revenue après mon bac et après je suis repartie aux États-Unis. Enfin, j'ai quand même un master en commerce international et je suis partie aux États-Unis 1 an faire une école de commerce. J'avais 5 jobs en même temps que mes études parce que je pouvais pas me payer les $30 000 de l'école. Donc quand on veut, on peut. C'est un peu ma citation aussi préférée de Peter Drucker qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. En fait, moi, je me pose pas la question, je fais, et j'exécute quoi. Et je me dis que c'est possible, parce que on est les seuls à se mettre nos barrières, en fait, quand on a la santé, et même quand on l'a pas, on peut quand même l'améliorer, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de techniques. Enfin voilà, je reviendrai peut-être là-dessus sur les maladies graves. Aujourd'hui, on a des protocoles. Bon, bien sûr, à la fin, on sait que la fin, c'est la fin, mais aujourd'hui, il y a des alternatives. Il faut toujours, en fait, moi, je suis jusqu'au boutiste. Donc, je vais toujours essayer de trouver des solutions pour nous améliorer, nous en sortir, etc. Bref. Jusqu'au boutiste optimiste. Jusqu'au boutiste optimiste, ouais. Il y a quand même une limite. Je me dis, s'il y a de la méchanceté, s'il y a de la perversion, s'il y a voilà, tout ça, non, on n'y va pas. Ou peut-être trop de douleur. Mais s'il y a un moyen, il faut y aller. Voilà. C'est un petit peu mon truc. Il y a toujours un moyen en fait. À partir du moment où on n'a pas les 2 pieds sous terre, il y a toujours une voie. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc du coup, c'est un peu mon leitmotiv. Peut-être que si j'avais pas eu ces drames personnels et familiaux, les temps durs font des hommes forts, c'est cette citation. Donc peut-être, et c'est les femmes fortes aussi, donc peut-être que si j'avais pas eu ces épreuves dures, peut-être que ça m'aurait pas donné cette niaque, ce feu en moi, cette colère, j'en sais pas, que je transforme finalement en énergie positive. Mais en tout cas, je l'ai toujours eu, quoi. Donc après, j'ai fait mes études à Avignon. Donc d'abord Orléans, après Avignon, j'ai fait États-Unis, Mexique. Enfin, j'ai pas mal baroudé pendant mes études et pour mon travail. Je travaillais chez Pink Lady Europe, qui est une marque de pommes. Je sais pas si vous connaissez ou je faisais du trade marketing. On était gros consommateurs un temps. Ah oui.
Alors, il faut prendre l'écologique. C'est ça. Et après, on a arrêté quand on a vu qu'elle venait qui vient du Chili. Voilà, exactement. C'est pas très écolo. On a carrément arrêté. Ouais, mais un temps, on mangeait beaucoup de Pink Lady. Voilà. Elle est très, très bien marketée. Elle est très rouge, etc. Donc, du coup, ça donne envie. Mais c'est typiquement le genre d'aliment qu'il ne faut pas ingérer parce que c'est bourré de pesticides et c'est bourré de colorants pour faire consommer plus, quoi. Et moi, je la vendais bien. Voilà. Donc, j'étais responsable trade marketing dans des pays comme la Russie. Je faisais tout le sud de l'Europe. Donc, j'étais toujours en vadrouille quasiment 10 mois sur 12 de l'année. Voilà. Donc, ça, c'est après mes études. J'ai aussi travaillé pour une marque de cosmétiques bio dont le patron était un gourou d'une secte. donc, toutes ces épreuves, en fait, ça fait grandir. Parce qu'il a voulu m'embarquer dans son truc et je fais « Ah non, mais c'est hors de question !» Et donc, ça s'est pas très bien terminé, évidemment, parce que moi, je suis pour la justice et il exploitait des gens que j'aimais bien, mes collègues qui étaient devenus des amis. Et il faisait des petites sauteries le week-end, des choses comme ça. Et puis après, je voyais mes copines revenir « Ah, mais mon mari, il a été embarqué dans un truc. » Je fais « Ouh là là, mais attends, tu vas pas rester là-dedans. » Et donc, voilà, j'ai un peu agi, on va dire, à 25 ans pour faire sortir les gens de cette boîte et faire en sorte que cette boîte, qu'on connaisse le fait que c'était pas une belle boîte, quoi. Voilà. Et après, en fait, ça m'a donné envie de créer Bedi Casa. Donc Bedi Casa, bed en anglais, lit, et casa en italien, ou casa en espagnol, c'est maison. Donc littéralement lit et maison. Parce que moi-même, j'étais allée donc à l'étranger dans ces 60 pays. Enfin, j'avais fait 60 pays à l'époque. Maintenant, je voyage beaucoup moins pour des raisons écologiques. Donc, c'est plus en France maintenant. Mais, et ça ne me manque pas de voyager. Voilà, je l'ai déjà fait. Ça ne me manque pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu le faire parce que j'avais fait un séjour en Angleterre à 14 ans. Dans une famille avec laquelle je suis toujours en connexion, qui s'appelle donc c'était à Corsham, et c'est les Cunnings, Pat and Robert, et ils sont charmants, ils ont 3 enfants, et en fait on est toujours en contact depuis, et c'était avec le jumelage de Jargeau, donc Jargeau-Corsham. Jargeau, c'est une petite ville de Sologne à côté d'Orléans, voilà. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'en fait, ça a été le point de départ. Donc, on a le point de bascule, mais là, ça a été le point de départ. Dès 14 ans, j'avais ça en tête, en fait. J'avais déjà Bedi Casa avant tout Airbnb et tout ça. Hein. Donc, voilà, parce que j'avais vécu une super expérience au sein de cette famille. Et en fait, il n'y avait que 2 classes sur 7 qui partaient de ces 3e. Et moi, je me disais, non, c'est pas normal, parce qu'il n'y avait pas assez de budget, en fait. Donc, il y en a qui découvraient pas ça, et je me disais, non, c'est pas normal, etc. Et donc, du coup, j'ai voulu m'impliquer dans le jumelage. Et donc, après, on les a reçus plusieurs fois chez nous, on est allé chez eux, etc. Et puis, ça m'a donné cette idée de dire, mais pourquoi il n'existerait pas un réseau où on va les uns chez les autres et on apprend à se connaître et on apprend la culture de l'autre. Et donc, c'est la meilleure façon d'apprendre une langue et du coup, de se faire un réseau. Voilà, de découvrir le monde de façon plus authentique à travers les médias où il y a forcément un filtre. Voilà, moi, ça me plaisait vraiment, quoi. Et du coup, cette idée, elle a germé pendant plusieurs années. Et quand je suis sortie de cette fameuse secte-là, eh bien, ça a été le premier tipping point. Je me suis dit, attends, mais c'est n'importe quoi, là, ces gens, qu'est-ce qu'ils font avec leur entreprise, avec la vie des gens ? Et donc, je voulais, dès le départ, instaurer une charte de respect, d'accueil entre les hébergeurs et les voyageurs. Et j'étais la première, en fait, à créer ce modèle tiers de confiance au sein de l'hébergement chez l'habitant. Donc, avec des profils hébergeurs et des profils voyageurs. Et j'avais un petit peu codé en PHP. Donc, à l'école de commerce, j'avais un peu codé. Et puis après, j'ai appris sur le site Open Classroom, qui était le site du zéro avant. Et après, je me suis tout de suite rendu compte que c'était hyper complexe ce que je voulais mettre en place. Et donc, il me fallait des développeurs. Et hop, je tombe dans
le cercle des startups qui lèvent des fonds, parce qu'en fait, je fais du B2C, donc business to consumer, mais je le sais pas. Donc tout ça, les business angels, les levées de fonds, je connaissais pas. J'étais à Montpellier. On est en quelle année? Tu as quel âge à l'époque quand tu montes Bédicasa? On était en 2007. Ouais. Et c'était à Lunel, près de Montpellier. Et là, je connais des business angels et ils me parlent de levée de fonds. Je commence à entrer dans un réseau. Je fais « Ah bon, mais c'est quoi? Faut faire un business plan, ok. » Et en fait, je vais mettre 5 ans, entre 2007 et 2011, 2012, à peu près, à vraiment mettre en place le modèle. Parce que c'est très, très complexe. Il n'y a aucune banque qui fait le modèle tiers de confiance. Vous savez, vous payez la plateforme et ensuite la plateforme reverse. Donc là, aujourd'hui, c'est très usuel, le modèle de marketplace, où vous payez 100 et ensuite la plateforme reverse. Par exemple, 85, elle prend donc au vendeur, à l'offreur, et ils prennent 15%. Donc nous, c'était notre modèle. Ça n'existait pas. Et donc, il y avait Price Minister qui le proposait. Donc, là, c'est Rakuten aujourd'hui. Mais voilà, ça n'existait pas. Donc, c'était à créer. Il y avait très peu de banques qui offraient cette possibilité-là. Et surtout que nous, à force, on avait beaucoup de transactions, en fait. Donc, même au niveau comptable, vous imaginez pas faire un tableau Excel avec toutes les factures. Enfin, au départ, tu en as 5, 6, 10. Puis après, quand c'est des centaines, tu peux plus suivre. Donc, il faut automatiser. Donc, tout de suite, l'enjeu digital, automatisation, informatisation, tout ça prend beaucoup plus d'ampleur. Et en fait, je me rends compte que ça coûte cher. La sécurité coûte cher, l'informatique coûte cher, le moteur de recherche, c'est un enjeu stratégique majeur et c'est très complexe, le moteur de recherche, avec la granularité sur les départements, les villes, la région. Après, tu remontes les régions et le fait que ça soit pas dans les mêmes time zones, donc les mêmes, l'heure n'est pas la même à Paris qu'aux États-Unis. Donc, du coup, pour faire une transaction, ça demande aussi du travail derrière. Enfin, voilà. Et plus j'avance, plus je me rends compte de la complexité du modèle. Et donc, en fait, chaque année, ma mission, c'est d'aller chercher de l'argent. Donc, je lève mes premiers fonds. Je me rappelle, c'était 30 000 € à l'époque auprès des business angels de Montpellier. D'ailleurs, qui ont revendu après, 5 ans plus tard. Ils ont fait x4. Donc, pour eux, ça allait bien. Ensuite, j'ai relevé auprès d'un fonds régional. Ensuite, d'autres business angels. Enfin, j'ai fait 5 levées de fonds à peu près en 5 ans, 5-6 ans. Et en fait, c'est en 2011 que je fais ma levée de fonds que je me trompe pas, 500 000 €. Et c'est là que je me rémunère pour la première fois au bout de 5 ans. Donc, il faut tenir quand même. Et justement, tu vas nous raconter les levées de fonds successives, mais qu'est-ce qui te fait vraiment basculer dans la création? C'est-à-dire, tu nous disais, oui, je suis entrepreneur dans l'âme depuis toujours, j'ai une petite part de moi, il y a un petit truc qui est inné. Malgré tout, quand on abandonne un job, qu'on se dit, tu vois, est-ce qu'il y a eu des points d'appui pour toi, des ressources, je sais pas, qu'est-ce qui t'a aidé à te dire, ok, j'y vais, je me lance, vraiment, je sais pas si je serai rémunérée, je sais pas, parce qu'en plus c'est hyper innovant, que tu viens de l'expliquer à l'époque, ou quasi personne a fait le modèle que tu as envie de proposer. Qu'est-ce qui te donne la force et peut-être le courage aussi de passer à l'action et d'entreprendre? Je sais pas. Je sais que là, je vais parler en tant que femme, on a ce problème de se dire qu'on va pas y arriver ou on n'ose pas parce que on est hyper prudente en fait et on a peur de se lancer et ça fait peur en fait de se dire qu'on va pas être rémunéré tous les mois et voilà sortir un salaire, etc. Moi, j'avais déjà mon compagnon à l'époque, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on s'est connus sur les bancs de la fac. Donc lui, il avait un salaire, mais on ne faisait pas conjoint, quoi. On était vraiment quand même indépendants financièrement. Donc j'avais quand même... Donc au niveau financier, ce que j'avais fait quand même,
parce que il faut user de stratégie. Donc, je suis comme je te disais, j'ai la tête dans les étoiles, mais j'ai les pieds bien sur terre. Donc je suis toujours quand même dans la construction d'un plan d'action avec une stratégie où je me dis, c'est un risque contrôlé. Donc, quand je suis partie de l'entreprise sectaire, là, par exemple, j'avais tout pour moi et eux, ils n'avaient rien pour eux. Donc, je leur ai fait un procès. J'ai gagné le procès. Donc, j'ai gagné 20 000 euros. Donc, avec ces 20 000 euros, puis j'avais le chômage. Donc, j'avais pas rien pendant 2 ans. Puis après, j'ai essayé d'économiser et d'être très frugale et de donner des cours. Voilà. Donc, du coup, je donnais des cours dans les écoles de commerce, à la fac, etc. Donc, j'avais une autre activité qui me permettait tout juste de payer le loyer de la maison. Donc, qui était à côté, au départ, à côté d'Avignon. Puis après, on est allé à Montpellier. Voilà. Et puis, tu as répliqué le modèle que tu avais mis en place aux US pour payer tes études. Voilà, c'est ça. Et en fait, à côté. Il y a toujours moyen de gagner un peu d'argent. C'est ça. Donc, oui, je suis toujours en création et puis tu me poses la question, je sais pas, j'ai ça en moi. Parce que pour moi, au-delà des ressources financières, tu vois, le fait de vraiment d'y aller, il y a quelque chose en plus de confiance dans le fait qu'on est capable, que ça peut marcher, de croire en soi. À l'époque, je me posais pas la question parce que quand on est jeune, on est encore on a moins les contraintes de la famille avec des enfants, ou on a moins les contraintes du crédit, ou tu vois. Donc c'est quand même lié aux finances. Donc j'y suis allée. Là, la question, ce serait plutôt pour maintenant, où je suis maman, où j'ai un crédit sur le dos, où tu vois, et crédit, j'ai beaucoup de charges, beaucoup de frais. Donc du coup, c'est vrai que moi, on m'a pas posé la question, mais c'est suicidaire, Magali. Puis aujourd'hui, il y a une plateforme américaine qui a quand même le monopole. Donc, est-ce que j'allais dire, ils sont où en 2007, Airbnb? Ils n'existent pas. Ça. Ils n'existent pas. Je suis vraiment la pionnière, quoi. Non, ils arrivent et c'est ce que je disais, ils arrivent en 2011. Et en fait, 2011, c'est un autre tipping point parce qu'ils arrivent en 2011 en France quand moi, je lève 500 000 euros. Alors, je suis très contente parce que ça faisait 5 ans que j'essayais de lever en fait 2 millions sur mon business plan depuis le début. Et je me suis pris toutes les portes possibles et inimaginables. Je faisais des allers-retours sans arrêt à Paris, Montpellier. Donc, tous les mois, j'allais à Paris. Et les business angels, j'ai fait tous les fonds, les business angels de la place parisienne. Ils me connaissent tous et ils m'ont tous dit non. Parce que pourquoi les arguments, c'est... la plupart du temps, c'était ça n'existe pas, il n'y a pas de marché. Moi, je vais pas mettre, c'est Marc Simoncini qui m'avait dit ça, je vais pas mettre quelqu'un dans ma salle de bain. Voilà. Bon, je pense qu'on n'aurait pas dit ça au fondateur de la plateforme américaine qu'on connaît tous. Puis il y en a même un qui m'a dit mais mes fonds, ça va vous servir à vous acheter un sac à main. Ok. Wow, grand niveau là. Ouais. Donc j'ai eu tout ça. Et en plus, je venais du Sud. J'avais pas fait HEC entrepreneur. J'avais fait une école de commerce, mais c'était aux États-Unis, dans le Dakota du Sud. Pas connu. Enfin, voilà. Donc, j'étais pas du tout dans les bonnes cases. Et ça a évolué depuis, mais je vous assure que c'est pas... ça a un peu évolué, tant mieux, mais ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Donc, en 2011, eux, ils lèvent 11 millions de dollars et ils arrivent en France. Et là, j'ai mon téléphone parce que j'étais très connue dans la région de Montpellier, donc par l'écosystème entrepreneurial et les actionnaires, parce que j'avais des actionnaires quand même de renom. Enfin, j'avais le président fondateur du groupe Park & Suite, Apart City. J'avais Rent-A-Car, le directeur de Rent-A-Car, location de voitures, directeur business développement de Opodo. J'avais Catherine Barba aussi qui nous a rejoint, qui est une business angel connue aussi. Enfin voilà, j'avais vraiment du soutien et des vraies bonnes personnes qui m'aidaient et qui croyaient dans le modèle. Bon, et puis après en 2014, j'ai eu un fonds qui était pas terrible et ça a été encore un autre tipping point. Mais en tout cas, en 2011, eux, ils arrivent sur le marché. Finalement, ils nous font accélérer
parce que du coup, quand vous avez de la concurrence, vous vous remettez encore plus en question et vous prenez des prix, vous repriorisez vos décisions stratégiques. Le plan d'action, il est plus du tout le même. Voilà. Et donc, en fait, là, ça va très vite et je refais une levée de fonds. En fait, au total, j'ai fait pour 3 millions d'euros de levée de fonds et en mai 2014, j'arrête tout parce que je tombe sur un fonds qui est pas du tout aligné aux valeurs de la boîte, à nos valeurs. Et en fait, là, je joue aux chaises musicales pendant 2 ans entre tous les actionnaires et ce fonds-là qui n'accepte pas qu'il y ait d'autres actionnaires. Et voilà. Et donc là, c'est un petit peu compliqué. Le mot est faible, c'est même un euphémisme. Et voilà, donc pendant 2 ans, je vis un enfer. Parce qu'il rentre au capital de ta boîte et tu te rends compte a posteriori que les valeurs sont pas les bonnes. Non, je le sentais. Je le sentais. Mais tu avais besoin de l'argent, donc tu avais quand même accepté. Ouais. Et en fait, la leçon, des erreurs, on en fait tous et ça fait partie de notre processus de vie. Et le plus important dans les erreurs, c'est de tirer des leçons de ces erreurs pour ne pas les reproduire et pour apprendre cette leçon, évidemment, et pour s'améliorer. Donc en fait, moi, ce que je dirais, c'est que j'avais ma inner voice, ma voix intérieure qui me disait « Non, n'y va pas Magali, n'y va pas Magali, n'y va pas Magali ». Et j'avais mes associés, mon associé principal qui me disait « Non, mais Magali, l'argent n'a pas d'odeur, il va te mettre 1 million sur la table, puis encore après plusieurs millions, parce que c'était un fonds de 200 millions ». Et qui était backé par BPI France. Enfin, c'était très. Il y avait du potentiel pour vraiment développer Bedicassa et être le référent du logement chez l'habitant. Toujours avec le côté social depuis le début. Nous, on a toujours servi plutôt des personnes qui étaient en recherche de logement, des prix accessibles du type chambre chez l'habitant. On a aussi les chambres d'hôtes, les familles d'accueil. On a également les appartements. Mais on a toujours eu ce focus sur les chambres chez l'habitant parce que c'est des espaces qui sont peu connus et aujourd'hui très privatisés avec son indépendance, etc. Et en fait, ça correspond vraiment à un besoin sociétal très fort et très dur, encore plus aujourd'hui. Bref, donc ça, on était connus pour ça et on devait même être le référent chez Booking de la chambre chez l'habitant. Donc ça a été très loin. Mais en fait, ce fonds-là, il mettait son veto partout. Donc, j'avais même créé une autre société qui s'appelait Bedilingua, il y a encore des traces sur Internet, de séjour linguistique accessible avec des familles d'accueil. Et pour ça, on avait levé 300 000 euros auprès de notre communauté, avec succès. Et vous savez quoi ? J'ai dû rembourser les 300 000 euros à toutes les personnes. Parce qu'il ne voulait pas, parce qu'on a fait une assemblée générale et parce qu'il a insulté mon principal actionnaire, il l'a traité de tous les noms, parce qu'il ne supportait pas le fait que j'ai une communauté, que je m'entende bien avec les autres, que les gens votent pour. Voilà. En fait, c'était une question de personnalité, quoi, c'est tout. Mais c'était quoi la volonté du fonds derrière, en fait ? Ils avaient une stratégie qui était différente de la tienne et ils voulaient te l'imposer ? Au-delà des valeurs, parce qu'on comprend qu'effectivement un sujet la de valeur. personne. Je pense que si ça avait été une autre personne, ça aurait peut-être été mieux, mais voilà, c'est ce qui arrive dans ces cas-là, c'est ma faute. J'aurais dû dire non. J'en prends mes responsabilités. Après, je ne regrette pas. Il faut jamais regretter parce que dans toute aventure, même difficile, il y a un apprentissage. Et donc, moi, en fait, ce fonds-là et cette personne en particulier m'a fait grandir. Ça a été dur. J'aurais préféré avoir du bonheur pendant ces années plutôt que d'avoir des douleurs aussi fortes, de terminer à l'hôpital aux urgences. Mais ça m'a fait grandir. Et je pense qu'il a contribué quelque part, il a clairement contribué à me remettre en question encore plus et à faire en sorte d'écouter ce qui se passait dans notre société, d'écouter des podcasts, de lire beaucoup, et d'avoir ce temps qu'on appelle le temps Kéros. Je ne sais pas si vous connaissez le Chronos et le Kéros, qu'on oublie. C'est ce que je t'ai dit en préambule. Ouais. Voilà, c'est le temps suspendu, c'est le gap time. On prend le temps de comprendre ce que l'on fait, de s'écouter. Bon, c'est clairement, ça fait écho à la méditation, mais c'est 10 minutes par jour. Et là, maintenant, je le fais, en fait. Ça fait 4 ans que je fais 10 minutes par jour de méditation sur une application qui s'appelle Calm. Donc, j'ai pas du tout
de part chez eux. Mais moi, j'invite vraiment chacun d'entre nous à prendre ces 10 minutes par jour parce que ça nous ressource et ça nous permet de prendre parfois les meilleures décisions. Et en fait, rétrospectivement, ce jour-là, le 14 mai 2014, j'aurais pas dû signer, mais je n'ai pas de regrets. J'aurais pas dû signer, j'aurais dû écouter ma voix intérieure qui me disait « Non, Magali, ne signe pas parce que ça va te résoudre un problème à court terme. Tu vas avoir 1 million d'euros sur le compte bancaire, mais ça va te générer des problèmes à long terme et ça va te rendre ta vie plus difficile. Ça va te faire souffrir et ça va pas te permettre d'exécuter ta mission dans la bonne direction, etc. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été de pire en pire chaque mois. Mais c'est pas grave, ça fait grandir. Donc du coup, ensuite... Moi j'ai une question, mais comment est-ce que la boîte se développe pendant ce laps de temps où c'est la cata avec ce nouvel actionnaire? Alors, ça se développait quand même pas mal. On avait 3000 réservations par mois parce que il y avait, si tu veux... il y avait une traction naturelle des années d'avant. Il y avait quand même un formidable travail qui a été fait. Et donc, du coup, la boîte se développe naturellement. Après, le fait que je licencie 80% de mon personnel et qu'il n'y ait plus les gens pour communiquer ou pour développer ce site, bah forcément, petit à petit, ça se casse la figure, quoi. Tu licencies pour quelle raison? Parce que je prends cette décision forte en 2015, fin 2014, parce que lui devait remettre 1 à 2 millions d'euros et il ne remet pas cet argent parce que moi, je refuse. Donc là, tu écoutes ta voix intérieure. Ouais, là, j'écoute. En fait, je lui ai pas dit non catégoriquement, mais j'ai pas répondu à son associé qui m'a dit « C'est bon, on est prêt à t'aider à nouveau pour 1 million d'euros. » Et il y avait un outil que j'avais mis en place dans mon entreprise qui était une holding, où j'avais mis mes actionnaires dans cette holding avec moi, qui faisait qu'on avait 40% des parts. Et en fait, l'actionnaire de ce fonds, le patron de ce fonds, ne supportait pas que j'ai 40% des parts avec mes actionnaires. Et donc, cette holding, il en faisait son obsession. Et moi, je ne pouvais pas... Donc, il me demandait de dissoudre la holding, et moi, je lui disais non, parce que si je dissous la holding, alors je fais perdre de l'argent à mes actionnaires parce qu'ils avaient fait eux-mêmes des montages financiers qui faisaient qu'ils allaient perdre, ils allaient payer 600 000 euros d'impôts. Il y en a un notamment stratégique qui allait payer ça. Donc je dis non, je peux pas. Et donc en disant non, je ne peux pas, eh bien lui il remettait pas sur la table. Voilà. Et donc le fait qu'il remette pas sur la table et qu'on ait déjà investi l'argent en personnel, en communication, on avait fait des pubs télé. Donc, tu sais que les pubs télé, ça coûte très cher. On commençait à voir les fruits. On était sur le business plan. On faisait 4 millions de volume de réservation. On en allait faire 6 millions. Donc, on était vraiment sur un bon train. Et on a dû tout couper du jour au lendemain. Donc, tous les budgets de communication. Et donc, ça a été au moment où tu prends la décision de ne pas répondre à cet actionnaire qui te propose 1 million, tu as en conscience le fait que tu vas devoir te séparer de 80% de la boîte? Ou tu le découvres, tu comprends après? Je me dis que quelque part, oui, si je prends pas le million, il va y avoir un problème financier très à court terme. Tu vois ton cash consuming, ton cash burn qui est très fort, et là tu te dis ok, il va falloir qu'on se retourne différemment. C'est ça. Et là, je vois Thomas, mon directeur financier, qui me dit là, il faut trouver une solution. Je dis oui, on va s'installer là et on va faire des simulations sur Excel et on va voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Et à la fin, c'était on brûle trop. Là, les ventes s'écroulent. On était déjà à moins 40% de ventes. Tu vois, quand tu coupes les budgets de communication, c'est. Oui, parce que là, en plus, Airbnb, eux, ils tabassent là. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est... Et donc, j'ai pris cette décision difficile et du jour au lendemain, Alors, on s'en doutait, mais personne ne se doutait que j'allais les licencier. Et ça a été très, très dur parce que je me rappelle encore des visages et des yeux sur moi.
que moi, je suis une personnalité très joviale. Donc, j'arrive au bureau, c'est top, allez, hop, on y va, c'est entraînant, il y a des plans d'action, c'est suivi et tout. Et puis, hop, du jour au lendemain, on me voyait, j'avais la tête dans mon guidon, j'étais très sérieuse, je disais bonjour et c'était tout. Et j'étais très focus, en fait, sur mon plan d'action et sur, OK, il va falloir que j'annonce ça à tout le monde. Et donc, du jour au lendemain, je convoque tout le monde. Toute mon équipe et je leur dis je suis désolée, voilà, cette décision est très réfléchie, je ne vais pas pouvoir vous garder parce qu'on perd 40% de nos ventes, parce que le fonds d'investissement ne remet pas, parce que je veux pas qu'ils remettent et que c'est la seule issue pour s'en sortir, pour sauver la boîte. Voilà, donc là j'ai des pleurs, parce que tout le monde s'entendait super bien, il y avait eu des amitiés, des amours de créer, enfin voilà, c'était très très bouleversant quoi. Mais voilà, en 15 mois, tout le monde est parti, on est resté à 3 en fait dans la boîte. Je fais une petite bifurcation, mais par rapport à Bédicassa, mais là sur ta vie perso, c'est comment la météo perso là, à la maison? À ce moment-là, ouais. C'est difficile, mais en même temps, j'assume pleinement et je me dis qu'il va forcément se passer quelque chose et de toute façon que les actions, j'ai quand même encore la main. Et là, je me dis qu'il faut que je trouve des solutions. Pour ma vie perso, clairement, je bosse 90 heures par semaine, hein, donc... Et ça, c'est aussi un gros sacrifice entrepreneurial. C'est que quand on est entrepreneur et encore plus une femme qu'un homme, je suis désolée de dire encore cet écart, mais non, en fait, je suis pas désolée parce que c'est statistique. C'est encore très vrai, quoi. C'est encore très vrai, c'est que la femme, elle doit produire 10 fois plus que l'homme pour arriver au même résultat. Et donc, du coup, moi, je passais mon temps à rendre des comptes à mes actionnaires, à faire de super PowerPoint, etc., à leur répondre le soir, le matin, le week-end. Donc, je faisais 8h, 1h du matin, quoi. Et les week-ends, je voyais pas Rudy. Donc, mon compagnon, pendant des années, m'a pas vu. Et lui, il bossait de son côté. Il jouait aux jeux vidéo le week-end. Voilà, il compensait comme il pouvait. Et il m'a soutenu malgré tout. On est toujours ensemble. Donc, ça nous a renforcés. Mais voilà, c'était dur, quoi. Donc oui, là, au niveau perso, c'est difficile, surtout que j'ai loupé tous les mariages, les naissances, mes amis, je les voyais pas, ma famille, je la voyais pas. Donc, tu vois, tu mets entre parenthèses ta vie familiale, personnelle, et ça, c'est pas bon parce que ça crée un déséquilibre. Et c'est pour ça que j'ai tout remis en question ensuite quand je suis sortie de Bédicassa. Et là, je me suis dit, non, plus jamais ça. Là, je veux un équilibre. Voilà, je faisais du sport quand même, j'ai jamais arrêté de faire du sport, donc ça m'a aussi sauvée. Mais clairement, je voyais plus mes amis, quoi. Donc, voilà. Et donc là, tu viens de le nommer, mais donc tu sors de Bédicassa, tu peux nous en parler? Ouais. Donc du coup, je mets de 2015 à 2017 à trouver une solution de sortie. Parce qu'en fait, quand vous avez un fonds d'investissement à votre capital, il signe pour 5 à 7 ans. Donc, quand c'est pas le bon fonds, vous l'avez pendant 5 à 7 ans. C'est un contrat de mariage, quoi. Hein. Enfin, pas jusqu'au bout, mais voilà. Et ça vous dévie votre feuille de route. Ça, il faut le savoir aussi. C'est que les fonds d'investissement, ils ont des comptes à rendre de leur côté. Ils ont du coup, une feuille de route qui est plutôt court-termiste. Et vous avez une feuille de route long-termiste. Et donc, les deux ne s'alignent pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne pas lever de fonds avec des fonds d'investissement. À la rigueur, je serais limite sur les fonds à impact. Et encore, ils sont pas... Voilà, faut vraiment les sélectionner. Mais pour répondre à ta question, je suis sortie de Bédicassa fin 2018. Et j'ai revendu Bédicassa fin 2017. Donc en fait, je devais rester chez Bédicassa. Mais donc, j'ai revendu au tribunal de commerce Bédicassa fin 2017. Donc, ça valait 6 millions. Je l'ai revendu 50 000. Donc, vous imaginez bien que j'ai tout perdu. Et ceux qui avaient... y a des actionnaires qui ont gagné lors des tours précédents où ils ont fait x4, x5. Et puis, ceux qui étaient malheureusement à la fin, ils ont tout perdu. Mais c'est le jeu de l'entrepreneuriat. C'est le risque. Tout le monde connaît le risque.
Ça peut très très bien fonctionner. Là, ça va culbute et c'est génial, mais ça peut aussi, voilà, c'est le jeu en fait. Et ils m'en veulent pas du tout. Et en fait, voilà, je suis partie en 2018 parce que c'est un autre investisseur qui a repris Bédicassa au tribunal de commerce. Et c'était encore autre chose. Voilà, j'étais bon. Après, quand il y a un rachat, là, on est d'accord que c'est pas toi qui le sélectionne. Non, c'est pas. C'est le tribunal qui arbitre sur la meilleure offre. Ouais, quelque part, c'est quand même moi qui le sélectionne parce que je rencontre en fait les gens et en fait, on fait le job quoi. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, etc. J'avais un mandataire qui était là, un mandataire ad hoc pour trouver un repreneur, mais il ne faisait rien. C'était moi qui faisais tout. Donc, je suis allée voir Booking.com, je suis allée voir... il y a plein de boîtes, en fait, des groupes de séjour linguistique qui devaient nous racheter. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, le fonds d'investissement mettait son veto. Donc, ça pouvait pas aller. Donc, la seule solution, c'était de rentrer dans un redressement judiciaire et donc de vendre Bédicassa aux enchères, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Parce que si je me mettais pas en redressement judiciaire et je faisais pas ce mandat doc de vente, je réglais pas le problème, en fait. Le fonds serait resté, même en redressement judiciaire. Parce que j'avais la voie du redressement judiciaire pendant 10 ans. On avait mis en place un plan qui pouvait faire en sorte que Bédicassa se relance. Mais j'aurais pas réglé mon problème. Le fonds serait toujours là. Donc, c'était pas, pour moi, une voie viable. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette décision de jusqu'au boutiste. Non, il faut tout nettoyer et on repart à zéro. Et à ce moment-là, je me doutais pas que j'allais reprendre Bédicassa et je me doutais pas que j'allais partir. Parce qu'avec cet investisseur qui reprend Bédicassa, donc qui rachète au tribunal de commerce, on fait un deal. Tous les deux, on s'entend plus ou moins bien. Lui, il est très aligné, enfin, il est très profit. Moi, je suis plus profit, mais aussi écologie, au service sociale, et voilà, au service d'eux. Donc là, déjà, les alignements sont pas top, mais bon, j'avais pas trop le choix. Et puis, tu sais très bien que lors des rachats, en général, les fondateurs restent 1-2 ans, puis après partent parce qu'ils n'ont plus de raison d'être, en fait. Ce fameux ikigai, comme les Japonais l'appellent, c'est la raison pour laquelle on se lève le matin. Donc, moi, je redémarre avec lui. La structure juridique qui porte Bédicassa, du coup, n'existe plus. On la liquide, elle s'appelait Word Family. Et on recrée une autre structure juridique qui s'appelait Bed & Learn à l'époque. Pour vraiment porter Bédicassa avec les écoles de langue, les organismes de formation. Donc, vraiment un super projet. Et là, on obtient un prêt bancaire auprès de la BNP Paribas. Et on repart. Et lors du rachat, le jour du rachat, en fait, j'apprends quelques jours plus tard que je suis enceinte. Voilà, ça c'est... Good news. Ouais. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est aussi quelque chose de très dur que j'ai vécu. Voilà, je pense que toutes les femmes qui subissent des interventions, des fausses couches, etc., se reconnaîtront en moi. Mais ça a été très dur. Et enfin, le miracle arrive. J'en ai un, il s'accroche, c'est top. Et c'est psychologique, en fait. Ça y est, j'ai la place, quoi. Je fais de la place. Vous voyez ce que je veux dire ? Je bosse avant 90 heures par semaine, je peux plus... Enfin, voilà, j'ai plus d'oxygène, etc. Il n'y a pas de place pour une vie en moi. Pour une troisième vie, quoi. Et là, je lâche. Je vends mon bébé, quelque part, et j'en ai un autre. Voilà. Et donc, j'attends 3 mois pour le dire à mon directeur. Parce que, voilà, maintenant, je suis directrice opérationnelle, je ne suis plus présidente de ma boîte. Et là, ça va aller de pire en pire parce qu'il ne peut pas supporter le fait que je sois enceinte. Donc voilà, je recommence dans un truc un peu bizarre. Je ne prends pas du tout de congé maternité. C'est-à-dire que j'ai mon fils le 11 juillet 2018 et jusqu'au 11 juillet 2018, je vais encore voyager en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie jusqu'au bout pour aller faire des contrats avec des écoles de langue qui fonctionnent. Et jusqu'au bout, j'ai failli le perdre, voilà, il est asphyxié, etc. Je le récupère au dernier moment. Et en fait, c'est pour ça que je vous parle de tout ça parce que c'est encore des épreuves qui me font me battre après, quoi. C'est-à-dire après, je retourne à Montpellier
Et là, je sens qu'il y a un problème. Et il me dit, non, c'est fini, tu peux plus rester. Ok, et pourquoi ? Ah bah parce qu'il n'y a plus de finances dans la boîte. Mais attends, mais moi j'y suis pour rien. Là j'ai pris mes congés de maternité pendant 2 mois cet été. Et j'étais même hors du système. Je ne sais même pas ce qui se passe dans la boîte. J'avais encore 10% départ. Et voilà, et il me dit, de toute façon, c'est à toi de me dire ce que tu veux, puisque voilà, c'est... Donc là j'ai négocié avec lui, ça a duré quelques temps, et puis je suis sortie au bout de quelques mois. Mais je suis sortie gagnante parce que même si j'ai perdu financièrement, j'ai encore gagné de l'expérience. J'avais mon petit, j'avais 7 mois devant moi pour bien m'occuper de lui. Enfin, 7 mois de temps aussi pour réfléchir, écouter, lire et tout ça. Et en fait, c'est là où j'ai eu mon tipping point écologique. J'ai toujours été très, très proche de la nature. Comme je vous l'ai dit, j'ai vécu en Sologne et puis mon père, il est de Vendée, des Sables d'Olonne. Donc, la mer d'un côté, la montagne aussi en Savoie grâce à ma marraine de Chambéry, Annecy, et la forêt. Donc, j'ai toujours été habitée par ce monde écologique de plantes, de nature, d'animaux, de bien-être. Et en fait, là, j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts. Jean-Marc Jancovici, enfin, tous les têtes de fil, Emma Aziza et tout. Et en fait, je découvre plein de trucs. Je me dis, mais c'est pas possible. On les a même pas dans nos programmes scolaires. Tout ça, on l'apprend pas. Et tout. Et je me dis, là, je vais proposer quelque chose pour mon prochain job. Et en fait, là, je me mets à prospecter des entreprises que je connais, donc dans mon réseau. Parce que je me remets sur le marché et en fait, tous les entretiens que je fais en tant que salarié, ça me plaît pas du tout. Je veux pas du tout être dans des cases, j'y arrive pas, je me sens pas à l'aise. Et en fait, à ce moment-là, je vais bosser finalement chez Wonderbox, où je propose aux fondateurs une marketplace de tourisme local qui s'appelait à l'époque Léona, avec 2 A. De la petite que j'avais pas eue, enfin, bref. Et donc du coup, c'est une des activités du tourisme local, donc de l'artisanat local, des séances de yoga, du tourisme nature en ville, des balades. Tourisme expérientiel, mais avec une raison locale. Et donc, ça leur plaît vachement, Wonderbox, parce que du coup, ils ont des prestataires déjà, il faut les engager, il faut il faut les transformer en ambassadeurs. Ça, c'est un truc qu'ils n'arrivent pas à faire. Et donc, du coup, je monte cette plateforme en 3 mois avec une stratégie. Alors là, je la monte avec un CMS qui s'appelle ShareTribe, qui est un CMS de marketplace du nord de l'Europe, et avec des développeurs qui se trouvent au Vietnam. Et j'ai une petite équipe, on est 3 personnes et en fait, en 6 mois, on récolte 1000 offres. Donc, ça va très vite. Et en fait, là, il y a le Covid qui arrive en 2020 et tout s'arrête. Et donc là, Fabrice me dit, Magali, on peut pas continuer puisque voilà, il y a pas d'activité commerciale. C'était complètement cohérent. Et donc, du coup, je négocie, je reprends les droits. Donc là, très bien. Et puis, je me dis qu'il y a quelque chose à faire parce que, en fait, dans le même temps, je suis l'aventure Bédicassa, évidemment, parce que j'ai encore 10% de départ. Et en fait... Ah oui, t'as pas revendu tes parts à l'époque. J'avais pas revendu mes parts. Et en fait, celui qui a repris Bédicassa, il liquide Bédicassa après mon départ 1 an plus tard. Donc, moi, je pars en fin 2018, fin 2019, et 1 an plus tard, c'est liquidé. Et il n'arrive pas à reprendre, à redévelopper Bédicassa. En fait, personne ne comprend ce qui se passe. Parce qu'évidemment, il m'a fait signer une charte de confidentialité dans laquelle je ne dois rien dire. Le problème, c'est que sur le site internet, quand vous cliquez sur « À propos », vous avez toujours ma tête, très souriante, avec le globe derrière, avec toute l'explication de toute la communauté bienveillante d'hébergeurs et tout ça. Mais en fait, il n'y a que moi. Et donc, on pense que je suis toujours là. Donc, en fait, les gens ne comprennent pas parce qu'entre-temps, il a complètement cassé la charte de Bédicassa. C'est plus bleu, maintenant c'est noir et jaune. Alors les gens me disent, mais c'est quoi ce logo ? C'est quoi la charte noir et jaune ? On dirait Midas. C'est horrible, Magali, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai rien fait. Maintenant, on vend des pneus. Et les prix, il les a cassés. Du coup, les hébergeurs ne gagnent pas assez d'argent. Et je me dis, mais c'est pas possible. Airbnb en face, ils gagnent beaucoup plus. Donc, du coup, ils viendront plus chez nous. Enfin,
Puis voilà, petit à petit, donc je regarde ça avec beaucoup de tristesse à distance. Et je laisse faire, en fait, parce que je me dis, de toute façon, ça va pas bien se finir. Et comme la communauté, moi, j'allais chez des gens, j'allais dormir chez eux, je connaissais la vie des gens, quoi. Je connaissais leur famille, leurs enfants, leurs épreuves, les deuils. Vraiment, je les ai suivis, quoi. J'étais chez des centaines de gens, quoi, à dormir. Donc, ils ne comprennent pas. Et en fait, voilà, je reçois un mail de cet investisseur aux actionnaires, donc à moi et à d'autres actionnaires, qui disent voilà, j'ai pris la décision malheureusement de liquider complètement Bedikessa, enfin Bed Learn qui s'appelait à l'époque. Et là, je me dis, je peux pas laisser ça comme ça. Il y a peut-être un coup à faire là. Voilà. Et c'est au moment justement où je découvre le no-code. Donc la programmation visuelle en l'occurrence, parce que moi je fais de la programmation visuelle, donc ça va beaucoup plus que le no-code. C'est une façon de programmer différente que ce qu'on fait habituellement avec le code. Et donc dans le no-code, il y a cette programmation visuelle qui va beaucoup plus loin où en fait vous allez développer des workflows. Donc, par exemple, vous prenez la machine à laver, vous appuyez sur le bouton, vous avez différentes programmations. Nous, c'est ce qu'on fait derrière. Et il y a deux façons de le faire. C'est soit en code, soit en no-code. Donc, moi, je le fais en no-code. Et dans le no-code, vous avez encore deux choses qui sont différentes. C'est soit vous prenez un élément et vous le mettez à un endroit sur votre page. Donc, on dit le drag and drop, glisser, déposer. Soit vous construisez des flux des flux de données, donc ce qu'on appelle les workflows en anglais. Et là, c'est de la programmation visuelle. Donc, moi, je me suis mise là-dedans avec la ferme intention, au départ, de redévelopper Léona. Et parce qu'à Léona, je voulais vraiment lui donner une dimension nature et bien-être. Donc, vraiment tourner vers ce que vous me dites là tout à l'heure, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est de faire en sorte que les gens se reconnectent à la nature et également que ça soit lié au bien-être, parce que le bien-être santé, le bien-être mental et la nature, tout ça c'est lié. Voilà. Et au sein des entreprises, mais au sein de notre vie aussi perso, quoi. Et ça, on l'a perdu en fait. Voilà. Donc, comme j'ai déjà des offres et j'avais commencer à construire des partenaires, etc. Je veux relancer ça. Donc, je me dis, j'ai pas envie de lever des fonds pour payer des développeurs plus que moi et puis pour repartir dans ce cercle vicieux, en fait, qui me dévide ma feuille de route. De la course à la levée de fonds où tu te défocuses complètement de ta mission et ta raison d'être. C'est fatigant, quoi. Avec le risque, en plus, de faire rentrer des gens qui sont pas alignés avec tes valeurs et qui ont une capacité à avoir une vraie influence sur ta stratégie de boîte. Exact, tout à fait. Parce que quand tu es dans un cheminement court terme, forcément, parfois, tu vas pas faire les bons choix parce que la personne que tu as en face, elle est capable de te mettre de l'argent et toi, tu en as besoin à ce moment-là. Donc, tu vas prendre cet argent alors que finalement, ça va créer d'autres problèmes derrière. Donc, ça, c'est vraiment une leçon que j'ai gardée en moi, qui est ancrée dans mon ADN, voilà, à laquelle je ne déroge pas. Et donc, du coup, je me forme en 2020-2021. Et donc, je me rends compte que je peux reprendre Bedikessa. Et ce qui se passe, donc on me pose souvent la question, mais comment t'as fait ? Parce que comme t'as liquidé ta boîte, alors premièrement, c'est pas moi qui ai liquidé ma boîte, c'est l'investisseur derrière. Donc, j'étais fichée. En fait, j'ai liquidé, moi, ma holding perso. Et si, j'ai liquidé Word Family, mais j'ai pas liquidé Bed Learn et Bedikessa derrière. Donc, j'étais quand même fichée Banque de France. Donc, ça, c'est dur. Mais je pouvais quand même reprendre, en fait, techniquement, Bedikessa parce que ce n'est pas moi qui ai déposé en fait, qui suis allée au tribunal pour dire liquidation judiciaire avec mon nom, le président de la boîte, tu vois, c'était pas moi, en fait, le nom. Donc, j'avais la possibilité de le faire. Sauf que lui m'en empêchait, puisque lui mettait son veto. Alors qu'il n'avait pas le droit, mais comme c'est un petit monde, en plus à Montpellier, voilà, tout le monde se connaît. Voilà. Donc, du coup, moi, j'avais fait une offre, mais ça passait pas parce qu'il avait mis son veto. Alors que normalement, il n'avait pas le droit, puisque c'est lui qui liquidait. Donc, ça passait pas. Oui, on n'est que sur de l'ego, oui, évidemment.
Bah évidemment, lui, il a racheté Bédicassa, il n'a pas réussi à relever la boîte, et puis il voit que je veux reprendre Et il t'a derrière. sorti. Il va la quelque part, en la plus, revendre à la personne qui l'a sortie. Ah bah oui, 3 c'est pas ans. possible pour lui, c'est juste pas possible. Une femme en plus, En plus, qui était enceinte, qui a eu un enfant. Non, qui lui a caché Oh là sa là. grossesse. Ouais. Pire. Oui, puis en plus, je l'ai négocié pour augmenter mon salaire, et ça, il n'a pas du tout aimé. Hein. Parce que je ne m'étais pas augmenté pendant plusieurs années, et j'avais Non, osé augmenter. T'as un peu abusé, la Magali. Voilà, là, Franchement, j'ai je vraiment te le dis. abusé. Donc là, il me l'a bien reproché. Mais c'est pas grave, je lui en tiens pas rigueur. C'est juste que ça me rend triste, en fait, qu'il y ait encore ce genre de comportement. Après, lui, il en a bavé aussi avec Bédicassa, évidemment, parce que tout était à reconstruire. Donc, il y avait un énorme travail à faire au niveau technique. Et donc, il fallait des développeurs de pointe, quoi. Et là, il les avait pas. Donc, Ouais, c'était aussi dur. Et moi, ce que je ressens au-delà de l'aspect technique, financier, enfin, tu vois, en te sortant et avec tout ce qui s'était passé, c'est comme si de toute façon le projet, il avait perdu sa source, il avait perdu son âme, il était déconnecté de sa raison d'être fondamentale que toi tu portes. Et donc, même avec les meilleurs développeurs, tu vois, je sais pas si le projet pouvait de toute façon vivre correctement. C'est ce qu'on me disait. Bédicassa a perdu son âme. Donc, et d'ailleurs, ils l'ont mis sur le réseau social Instagram. Je l'ai encore, l'image. C'est Bédicassa change de visage. Donc ça, c'est lui qui l'avait mis avec le chargé de com de l'époque pour dire que ça y est, Magali, elle est plus là. Hein. Parce qu'en fait, il en avait marre aussi que je porte Bédicassa et que j'étais trop présente, il m'a dit, alors que je l'étais pas parce que pendant 2 mois, j'ai osé prendre mes 2 mois de congé maternité. Mais il me disait que j'étais trop présente dans la boîte. Bah oui, forcément, tu vois, les gens m'aimaient bien, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux ? Bon. C'est pas grave. C'est toujours des leçons. On tire toujours des leçons, tout ça. Et après, où est-ce que j'en étais du coup ? Finalement, tu reprends Voilà. Bédicassa. Finalement, je reprends. Donc, comment je reprends ? Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le nom de domaine. Il y a le nom de domaine, il y a la marque, il y a la base de données. Voilà, l'exploitation de la base de données. Donc là, je vais le dire pour que les gens le sachent. C'est très difficile de reprendre une boîte qui est en liquidation judiciaire. Déjà, il faut savoir que quand une entreprise est en liquidation judiciaire, il faut attendre la clôture de la liquidation judiciaire pour reprendre des actifs. Parce qu'il faut attendre l'épurement des actifs. Tant que les actifs ne sont pas épurés, donc allez sur le greffe, Infogreffe, papers.com aussi. Et puis même, parfois, il faut même commander des documents parce que c'est pas encore publié. Il faut savoir quand est-ce que la liquidation judiciaire est clôturée. Tant qu'elle n'est pas clôturée, on ne peut pas reprendre. Il faut passer dans le process. Et moi, dans le process, je pouvais pas parce qu'il mettait son veto. Donc du coup, j'attends ce moment-là. Je regarde avec impatience tous les jours. Et il y a un jour où je vois clôture. Et donc ça, c'était fin 2021. Et donc fin 2021, je reprends Bédicassa. Pour le nom de domaine, c'était simple. J'ai juste renouvelé le nom de domaine parce qu'en fait, il était toujours facturé à mon nom. Donc bédicassa.com était facturé à mon nom avec OVH, donc l'entreprise française d'hébergement web. Donc j'ai renouvelé en fait mon nom de domaine bédicassa.com. Par contre, au niveau des autres noms de domaine, là, je me bats toujours. Parce que j'avais bédicassa.it pour les Italiens, ES pour les Espagnols, FR pour les Français et PT pour les Portugais. Et en fait, le FR et le ES m'ont été pris par d'autres personnes. Donc, le FR m'a été pris par mon dernier investisseur qui a changé mon nom sur OVH, mon email. Et donc, c'est la bataille pour récupérer mon nom de domaine depuis 3 ans en espagnol. Donc, du coup, j'ai perdu une grande partie de ma communauté espagnole parce que quand on tape bédicassa.es, ce qu'ils faisaient, ils étaient redirigés vers bédicassa.com et là, je ne peux pas rediriger. Et donc là, il y a un site inaccessible, donc qui ne donne pas confiance, quoi. Et le bédicassa.fr, c'est pareil. Donc là, j'ai gagné le procès avec l'AFNIC pour récupérer le bédicassa.fr, donc au bout de 2 ans. Mais il y a encore une redirection technique. Enfin bref, je vais finir par complètement le gagner. Mais enfin, je l'ai gagné juridiquement. Mais non, c'est juste technique. Bon bref. Et là, c'était le président
d'une boîte de publicité à Paris qui avait repris bedicassa.fr. Et si vous faites bedicassa.fr, vous tombez sur hostlink.com. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une ferme de liens. C'est des gens qui rachètent des noms de domaine. C'est un peu qui te les revendent derrière. Ridicule, quoi. Enfin, voilà. Et ça ne mène nulle part. Voilà. Donc, ça lui apporte rien à ce gars-là. C'est juste, il était prestataire chez moi pendant très longtemps. Moi, j'étais sa cliente, où on faisait de l'affiliation et de la pub sur Internet. Et quand il a vu que bedicassa.fr était à vendre, il a repris. Et en fait, ça fait 3 ans qu'il me casse les pieds. C'est juste pour casser les pieds, parce qu'il n'y a vraiment rien, quoi. Donc voilà, j'en suis là, je reprends bedicassa.com, je redéveloppe Bedicassa. La communauté, en fait, je l'ai en privé parce que quand je communiquais à la fois sur mon Gmail et à la fois sur mon pro, mes 2 boîtes. Et en fait, quand j'ai fait mon crowdfunding, quand vous faites un crowdfunding en général, donc un financement participatif, je l'avais fait pour Bedilingua /Bedicassa. Vous connectez vos réseaux sociaux privés parce que ça marche mieux, en fait. Donc, du coup, moi, j'avais tout connecté. Donc, tout Bedicassa était sur mon Gmail. J'avais 200 000 personnes. Là, j'ai 200 000 personnes sur mon Gmail, sur tous mes réseaux sociaux, etc. Et donc, du coup, j'ai travaillé pour réorganiser tous ces mails avec plusieurs logiciels différents pour enlever les bounce, les emails en erreur. Et puis, j'ai réinvité les gens, en fait, à revenir vers moi petit à petit. Et donc, petit à petit, j'ai fait des emailing pendant 2-3 ans, comme ça, en leur expliquant aux gens que j'étais en train de peut-être redévelopper Bedicassa. Que c'était pas sûr, mais que j'étais en train de me former pour redévelopper Bedicassa. Et en plus, j'ai fait un deal avec une boîte de séjour linguistique qui a racheté la base de données. Et j'ai fait un contrat commercial avec cette boîte de séjour linguistique, donc au tribunal, pour que ce soit officiel, pour pas qu'on me casse les pieds. Et donc la base de données, du coup, elle m'appartient, puisque j'ai un contrat légal, commercial avec cette boîte de séjour linguistique. Donc en plus, je me suis bien bardée de partout, ce qui fait que celui qui m'avait mise en demeure, là, l'investisseur à la fin, qui voulait absolument pas que je reprenne Bedicassa, qui me dit « Je vais tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues pour pas que tu reprennes Bedicassa », à la fin, il m'a envoyé un mail, il me disait « Ah, bien joué ». Ah, c'est bon. Il va me laisser tranquille. Donc voilà, donc c'était reparti. Et là, je me suis formée et j'ai redéveloppé toute seule pendant 1 an Bedicassa. Et en 2022, j'ai fait une petite levée de fonds en crowdfunding de 10 000 € juste pour faire repartir les choses. Et en 2023, une levée de 100 000 avec ma communauté, où maintenant les actionnaires, en fait, c'est ma communauté. Et on les appelle les actionnaires à impact parce qu'il y a une charte qui est assez stricte et bienveillante à la fois pour pas embarquer n'importe qui avec nous, quoi. Voilà. Donc, en fait, les premiers bénéficiaires des dividendes de la société, ça va être notre communauté. Et c'est complètement cohérent. Ouais, je pense que... Et c'est ça, en fait, aussi que j'ai appris pendant ce temps de ce Kairos Time, c'est que aujourd'hui, nos modèles de société, ils sont complètement obsolètes par rapport au modèle de société du PIB classique qui a été inventé dans les années 30 par Simon Kuznets, qui est un économiste russe, américain, il a la double nationalité. Et en fait, c'est lui qui a inventé le PIB. Et vous savez quoi ? Le PIB compte, vous savez certainement, mieux que moi, tout ce qui est financier. Et en fait, il a été inventé au sortir de la Grande Dépression américaine pour évaluer les pertes de la dépression américaine sur l'économie américaine. Et donc, pour construire quelque chose basé sur des indicateurs financiers chiffrés. Donc, il faut mesurer les pertes et donc il faut mesurer aussi ce qu'on va gagner plus tard. Et donc, on a fait la même chose en France et en Europe. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a importé en fait ce PIB en Europe et c'est ce qui donne lieu à notre comptabilité internationale. C'est ce sur quoi se basent les boîtes. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que aujourd'hui, avec les entreprises à mission, avec les nouveaux modèles de société on doit absolument développer, on passe à un autre niveau. Pourquoi ? Le monde change et on n'y comprend rien.
Ça, c'est un livre de Julien Devorex du podcast Sismic. Peut-être que vous Et qu'on a reçu. Ah bah ouais. À la sortie de son livre, qui est top. Donc, que je recommande à tout le monde, Julien Devorex. Et j'ai écouté cet épisode aussi ici, sur Tipping Point. Il m'a beaucoup aussi appris, Julien, c'est une personne extraordinaire, qui vit au Portugal aussi, c'est un papa et tout, qui a eu ce déclic aussi, qui était dans les finances et tout, après, vraiment génial. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment de l'espoir. Et donc, quand je vous vois aussi tous les deux, je me dis, c'est génial, quoi, ce que vous faites. Donc, cette transformation que vous avez eue, en plus en couple, c'est très rare. Vous aussi, vous devriez faire une interview dans un podcast. Je pense que vous en faites, non? Je sais pas. Peut-être un jour. Vous allez devoir le faire, parce que là, vous êtes un modèle pour d'autres. Bon, voilà. Et donc, du coup, lui, il m'a beaucoup appris, comme d'autres. Et donc, moi, je me dis, non, il faut transformer notre modèle. Et donc, je vais profiter de la reprise de Bédicassa, de ce rebond, pour retravailler le modèle en profondeur. Donc, je lis beaucoup, je rencontre aussi beaucoup de scientifiques. Ma cousine, elle est hydrologue, donc elle est spécialiste de l'eau. Elle travaille pour un syndicat de rivière à Aix-en-Provence. J'ai une autre cousine qui est en Guyane, qui est agroforestière. Donc, je les suis tous les deux, je les questionne, etc. Je me dis, punaise, là, c'est dur. Effectivement, va falloir changer, quoi. Et on n'a pas les codes. Et donc, c'est ce que dit Julien dans son bouquin, c'est le monde change et on n'y comprend rien. Pourquoi on n'y comprend rien? Pourquoi on est choqué, bouleversé, on a cette éco-anxiété? Parce que les codes sont plus les mêmes. Et c'est à nous de les réinventer. C'est Peter Drucker qui disait, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Recréons-le, notre avenir. Tu vois, il est entre nos mains, quoi. Donc, là, je mets en place un modèle économique, attention le mot, systémique. Alors, systémique, en fait, ça vient de système, et ça englobe toutes les parties prenantes. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Les parties prenantes, c'est qui dans une entreprise? Parce que notre monde est dépendant des entreprises. Les entreprises, elles ont leurs salariés, elles ont leurs clients, elles ont leurs fournisseurs, elles ont leurs partenaires bancaires, financiers, et puis elles ont la communauté. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour englober tout ce monde-là? Et là, je reviens sur le PIB. Et je regarde cet indicateur, et en fait, cet indicateur financier, comme son nom l'indique, il mesure les finances, la comptabilité financière. Mais il ne mesure pas la nature et le bien-être. Et c'est ce qu'on appelle la comptabilité triple capital, comme vous connaissez certainement, le modèle CARE, par exemple, C-A-R-E, ou encore les indicateurs extra-financiers, qui ne sont pas financiers. Donc, c'est pour ça extra. J'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, il y a des boîtes de conseil, peut-être que vous connaissez certainement le Boston Consulting Group, avec le mouvement Impact France, qui bosse là-dessus. Donc, c'est très concret. Ils sortent des études, mais ça reste encore discret. Mais ça avance vraiment. Nous, dans le mouvement Impact France, il me semble qu'on est 15 000 entreprises, déjà. Donc, à retravailler nos modèles. C'est plus simple, évidemment, de retravailler un modèle en interne, parce que c'est dur de retravailler un modèle d'affaires, parce que ça touche à toutes les parties, en fait, de l'entreprise. Donc, je me dis, c'est plus facile pour moi, comme je repars de zéro, que quand on est déjà, assis sur quelque chose d'établi, avec des salariés, avec des normes, avec une communication qui est ce qu'elle est, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Moi, j'ai travaillé au sein de Wonderbox, c'est une ETI, une entreprise à taille intermédiaire, donc je sais ce que c'est que communiquer et pas communiquer pour des raisons stratégiques des enjeux de l'entreprise, tu vois. Voilà, j'ai plein de potes qui sont dans des grands groupes, donc je sais que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites parce qu'il y a pas, parce que c'est, il faut pas les dire aux salariés. Donc en fait, c'est quoi le modèle de l'entreprise à mission? C'est la loi d'ailleurs qui est très récente, la loi Pacte de 2019, qui est très récente en France. Et en fait, cette loi, elle va permettre aux entreprises déjà d'inscrire leur raison d'être, ce fameux Ikigai, au sein de leur statut, déjà de leur design, de leur site internet, de leur communication. Ce fameux pourquoi. Simon Sinek,
why ? Pourquoi on fait les choses ? Pourquoi on se lève le matin ? C'est quoi notre raison d'être dans notre entreprise ? Pourquoi les salariés vont venir chez nous ? Pourquoi ils vont travailler ? Peut-être qu'ils vont faire un petit peu plus, ils vont en parler peut-être un peu plus chez eux, etc. Mais pourquoi ils vont le faire, quoi ? Donc du coup, ça, c'est la première des choses, c'est définir sa raison d'être. Mais c'est pas que ça. Ça englobe tout. En fait, c'est une bourrasque. Pour moi, c'est comment une tornade au sein de l'entreprise. Plus elle est grande, plus c'est difficile. Pourquoi ? Parce que les produits, là, je vais reprendre le modèle Covid. Vous vous rappelez quand on était en 2020 et que le gouvernement a pris cette décision de privilégier, et il a eu raison, les commerces essentiels. Les activités essentielles, c'est quoi ? C'est les commerces de bouche, les commerces alimentaires, parce qu'il faut bien se nourrir. C'est les services à la personne, c'est les services, les hôpitaux. Il faut bien se soigner. Donc ça, c'est l'essentiel. Et ensuite, on a le non-essentiel, le futile. Et puis, il y a des activités qui génèrent ce qu'on appelle des externalités négatives, donc qui sont nocives pour l'environnement et pour l'être humain. Donc ça, typiquement, les boîtes, le pétrole. Voilà, c'est nocif, mais nous, on en a besoin quand même pour se déplacer. Donc, c'est encore paradoxal. Mais par exemple, est-ce que des entreprises qui proposent des produits, des jouets, par exemple, des figurines, est-ce qu'on peut s'en passer pour les enfants ? Est-ce qu'il y a d'autres types de jouets en bois, par exemple, ou en bambou, qui seraient peut-être plus durables pour les enfants ? Voilà. Est-ce qu'on a besoin de tous ces jouets pour nos enfants ? Est-ce qu'on a besoin de tous ces vêtements, de toutes ces entreprises qui proposent des vêtements ? Voilà. En fait, c'est tout ça qui est remis en question dans le modèle à impact. Donc, c'est l'offre. Donc, on se base sur la raison d'être d'abord, et ensuite, on redéfinit son offre. Et ça, c'est le plus dur, son offre. Parce qu'ensuite, il y a la logistique. Donc, nous, on est sur Internet. Mais toutes les entreprises qui importent des produits, je vais prendre Keepit, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Keepit, pardon. K-I... Je ne sais pas s'il n'y a pas deux P, P-I-T. Elle, celle qui est à la base de Keepit, je crois qu'elle s'appelait Charlotte. Elle voulait faire une entreprise... Je dévie un petit peu, mais ça revient sur le... C'est vraiment dans le sujet. Hein. Elle a voulu faire en sorte que les produits ménagers, nos produits électroménagers, notre bouilloire, notre lave-vaisselle, soient plus obsolescence programmée, durent en fait éternellement. Et c'est elle qui est à Toulouse ? Oui, je crois. Ouais, oui, c'est ça. Okay. Et elle a fait d'ailleurs du crowdfunding, ça a super bien marché. Tout était au vert et tout ça. Tous les signaux étaient au vert. La fameuse bouilloire. La bouilloire, qui peut, qui est. C'est génial. Ce qu'elle a proposé. Qu'on peut réparer à vie, perdurer éternellement. Et je crois qu'il y a plusieurs utilisations. Ouais. Elle fait bouilloire, mais elle fait aussi. Je sais pas si elle mixe pas pour les bébés. Enfin, ça fait plein c'est génial ce qu'elle avait proposé. Ouais. Et en fait, elle était dépendante d'un fournisseur. En gros, qui n'a pas assuré, qui l'a planté, qui lui a menti jusqu'au bout, qui lui a dit qu'il pouvait alors qu'il ne pouvait pas. Et en fait, elle dépendait que d'une seule entité. Donc après, la leçon à tirer là-dedans, c'est que le monde, il est tel qu'il est, on n'est pas encore prêt. Et donc, c'est très, très, très difficile. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de persévérance et de résilience et d'autodiscipline. Mais il faut aussi, la leçon à tirer dans son cas, c'est de ne pas dépendre que d'une personne, d'une entité, d'une organisation. C'est divisé, en fait. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, ce modèle à impact. Donc, dans son cas, c'est très difficile parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, parce qu'au départ, peut-être qu'elle va aller finalement en Asie. C'est comme l'Uni, je ne sais pas si vous connaissez cette petite boîte à histoire, L-U-N-I-I, pour les enfants. Oui, très bien. Ouais. Voilà. Ça nous a sauvé quelques trajets en voiture. N'est-ce pas ? Au départ, elle était asiatique, la boîte. Et en fait, elle a eu bien fait de la faire créer en Asie. C'était pour la preuve du concept et pour engranger ses premiers euros, quoi. C'est pour milliers d'euros, pour qu'ensuite, ça lui laisse du temps pour trouver les fournisseurs en France pour la faire. Et donc, qu'elle utilise l'argument éco-responsable fait en France, etc. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que
la solution, elle n'est pas pré-mâchée. Le problème dans lequel on est très complexe. Et donc, c'est pour ça que la solution l'est également. Et donc, sachant ça, finalement, quand on sait ça, on se dit « Ok, je comprends pourquoi je me prends autant de barrières, de blocages, etc. Mais c'est pas grave, je vais continuer à avancer parce qu'on est 8 milliards d'êtres humains. Donc, il y en a peut-être un ou deux ou des organisations qui ont la solution avec lesquelles je vais pouvoir faire des partenariats, vous voyez ? Et 4,5 milliards dans les villes. » Pour revenir sur le systémique et le modèle à impact, du coup, l'idée, c'est d'englober tout le monde, donc de répartir et également aux associations, parce que les associations, on les oublie. Et en fait, c'est elles qui œuvrent. Donc, c'est pour ça que nous, on a englobé tout le monde. On a sorti un modèle qu'on appelle le club à impact, dans lequel les entreprises financent le club. La majorité, c'est les entreprises. Il y a aussi des particuliers. Mais il y a une rétribution qui est faite de manière hyper gagnante. Tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a des crédits voyage pour ses salariés qui peuvent du coup utiliser Bedicassa pour des logements éthiques, solidaires, donc à des prix accessibles ou éco-responsables, donc plutôt des tiny house, des chambres d'hôtes, des gîtes écologiques. En France, mais également à l'étranger. Alors, on n'interdit pas l'étranger parce qu'on n'interdit pas les gens de voyager. Par contre, on va les motiver à prendre le train. Après, il y a des contraintes qu'il faut pas se leurrer quand on va rejoindre un proche à la Réunion, enfin dans les dom-toms, où moi j'ai ma cousine qui est en Guyane, on va peut-être pas prendre le train, quoi. Donc, il faut aussi avoir de l'honnêteté intellectuelle. Nous, on fait du logement chez l'habitant. Donc déjà, on utilise les espaces des gens. Donc, on a une charte qui est très stricte là-dessus. On interdit les investisseurs immobiliers. On refuse les hôtels aussi, parce qu'on se dit que c'est bon, on a suffisamment d'hôtels. Moi, je vais aussi dans les hôtels. Je ne crache pas sur les hôtels. Par contre, je ne vais pas en faire la promotion. Oui, voilà. Puis on n'est plus obligé d'enlever une forêt ou de creuser la montagne. Exactement. Pour créer un énième hôtel. On a peut-être d'autres solutions. Exactement. Là, par exemple, il y a un pays qui est en train de s'ouvrir, c'est le Monténégro, au tourisme, mais c'est un truc invraisemblable. Il y a une réserve, la réserve de Kotor et le lac qui est à 2 heures de Kotor, qui est protégé, qui est classé patrimoine de l'UNESCO. Il y a un milliardaire qui a négocié avec le gouvernement pour y créer un complexe hôtelier ultra haut de gamme, de luxe, en plein milieu du lac. Mais bien sûr, réservé pour les espèces des oiseaux. Il y a 260 espèces d'oiseaux. Lui, il voulait faire un trou dans le lac et créer son complexe pour les milliardaires. La connerie n'a pas de limite quand même. Ouais. Ah oui, ça, ok, c'est pas passé. Ah non, c'est pas passé. Mais il y a d'autres choses qui sont passées par contre. Et là, c'est bien bétonné. Et il y a plus, je peux vous dire, il y a une grande partie de la nature qui est déjà partie. Heureusement, il en reste. Mais en fait, ce que je vais vous dire, c'est que effectivement, le problème est complexe parce qu'il y a des personnes qui veulent absolument pas jouer le jeu. Et c'est des personnes souvent qui ont le pouvoir. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. Mais la minorité peut faire encore basculer la majorité. Donc, ça, c'est top. Voilà. Donc, dans ce modèle impact, il y a l'offre. Il y a donc la raison d'être. L'offre. Donc, nous, on reverse aux entreprises des 30 à 50% en crédit voyage, donc sur un abonnement à l'année qui va de 1 000 € pour une TPE jusqu'à 20 000 € pour une grande entreprise. Pareil pour le particulier, il paye de 50 à 150 €, il a 50% en crédit voyage. On a aussi créé une tirelire communautaire. Donc ça, c'est 5 à 15% des abonnements. Et ça, c'est commun. Donc ça, c'est pour la communauté. Et en fait, tous ceux qui s'abonnent, ils ont droit à postuler pour la bourse Ecohabitat. Et en fait, la bourse Ecohabitat, c'est que dès que le compteur arrive à 1 000 €, ces 1 000 €, on peut les attribuer à une personne qui est abonnée au club à impact pour équiper son logement durablement. Donc en fait, nous, on aide, tu vois, c'est comme la prime Rénov'. Bon, il faut savoir que le budget rénovation, en moyenne, c'est quand même 70 000 €. Donc, nous, c'est que 1 000 €. Mais bon, c'est une pierre à l'édifice. Et puis, dans ces 1 000 €, on peut isoler. Donc, on peut acheter, ça peut être une aide pour isoler avec des fenêtres
qui isolent bien le logement. Il faut savoir qu'il y a 5 millions de logements à rénover en France. Mais ça peut être aussi des plantes dépolluantes au sein de l'appartement. Ça peut être aussi, on a fait des partenariats avec des fournisseurs à impact pour tout ce qui est produit zéro déchet. Donc nous, on peut proposer donc via ces partenaires des savons zéro déchet, des shampoings, toute la cosmétique, mais également des produits ménagers, également des appareils électroménagers, donc à consommation basse. Vous soutenez en fait vos hébergeurs à aussi transformer et à se transformer l'écohabitat et proposer une solution vertueuse et environnementalement green. Exactement. Parce qu'en fait, on se dit, attends, là, on œuvre dans le tourisme, dans l'habitat, dans le bâtiment. En fait, on est au sein de la vie des gens. Et le foyer, c'est quoi ? C'est le bâtiment, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Le tourisme, c'est 11%. Donc là, on a 2 enjeux. Là. Donc pourquoi ne pas travailler là-dessus ? Tu vois ? Et en fait, comme on redémarre de zéro, du coup, on n'a plus de blocage. Notre communauté, nos actionnaires, là, on est 80 personnes à avoir mis entre 50 jusqu'à 25 000 euros. Voilà, on continue, quoi. Et on va continuer dans ce sens-là. Donc là, c'est la nouvelle... C'est la renaissance, comme tu l'as nommé sur ton c'est LinkedIn. complètement différent. Mais en fait, chaque entreprise devrait avoir une renaissance. Mais c'est difficile pour les entreprises, tu comprends, qui sont déjà établies. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a ce qu'on appelle les startup studios. Il y a des indépendants aussi qui travaillent sur ces modèles-là à impact, et des sociétés de conseil, des tiers-lieux comme ce que vous voulez faire, etc., qui vont proposer ces solutions, parce que ces entreprises-là, les PME, les ETI, les grands groupes, elles ont pas le temps, quoi. Et même s'il y a un responsable RSE, il est souvent un peu isolé, ce responsable RSE. Il est dans son coin. On sait qu'on doit... Il y a la loi sur la biodiversité là, qui est passée le 22 juillet de cette année, top. Et l'objectif, c'est de restaurer 20% de nos écosystèmes marins et forestiers en Europe. C'est une loi européenne. Elle est passée inaperçue, mais ça va arriver dans les entreprises. Et là, les entreprises doivent déjà, les entreprises de plus de 250 personnes, à partir de 2024, donc ça y est, c'est demain, quoi. Elles doivent sortir un DPEF, donc c'est beaucoup plus loin que le rapport RSE. Et là, c'est une directive européenne. Et le DPEF, ça englobe la comptabilité triple capital. Donc là, il y a vraiment des sujets sur la table brûlants où les entreprises doivent vraiment rendre des comptes à l'État, à l'Europe. Et puis même au niveau des salariés, si elles veulent continuer à recruter, on sait que... Oui, il y a un vrai sujet de marque employeur, d'attractivité, des talents, etc. Vous regardez les dernières études du MEDEF, c'est 60 à 80% des jeunes, mais aussi des moins jeunes, de l'ancienne génération, restent 2 ans dans le même poste et partent s'il n'y a pas de vraie démarche sociale et environnementale dans l'entreprise. Et encore plus de responsables RSE. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Donc si elles veulent continuer à recruter, là, il y a un site qui est très intéressant qui est le Job Parfait. Et en fait, eux, ils inversent la tendance. C'est que vous avez tous les candidats et c'est les entreprises qui recrutent les candidats. Je crois que c'est lejobparfait.com. J'ai entendu ça sur France Bleu Vaucluse. Oui, je cite mes sources pour que ce soit très concret. Mais voilà, c'est très intéressant. Là, on est vraiment en train de passer à autre chose. Et vous voyez d'ailleurs des métiers. D'ailleurs, il y a un rapport, il y a un appel d'offres de l'État pour 2030 pour les nouveaux métiers. Donc sur des boîtes de conseil, des choses comme ça, pour que en fait on retravaille, on propose des solutions face aux nouveaux métiers qui sont en train de se construire. Donc les nouveaux métiers, c'est les nouveaux métiers du no-code, par exemple, de toute cette programmation visuelle, mais c'est aussi les nouveaux métiers qui sont en lien avec l'écologie, où vous voyez toujours le mot impact. Donc aujourd'hui, on a Impact Builder, par exemple. Donc c'est celui qui va construire en fait toute la stratégie de produits en fait d'une entreprise, produits physiques ou produits virtuels. Donc sur le site internet, vous avez le impact de business développeur aussi, communication à impact. Voilà, c'est tout ça. Après, je pense qu'il faut faire attention avec le mot et qu'il ne devienne pas vite galvaudé en fait, parce que je prends le mot bienveillance. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise à toutes les sauces et toutes les entreprises sont bienveillantes. J'en doute.
Et donc, si tu veux, ça fait un peu de mal lorsque toi, tu as dans tes valeurs cardinales la bienveillance. On te dit oui, encore, ah oui, c'est la même bienveillance que chez votre confrère d'en face, qui licencie à tour de bras, qui accepte le harcèlement moral et plus dans les organisations. Et donc, je crois qu'on a aussi, nous, le devoir de restaurer parfois la nature des mots en leur redonnant leur redonnant leur sens originel en fait. Et donc l'impact, c'est en étant vraiment impactant et en créant, comme tu le fais, ce modèle économique systémique en fait, en réponse à cette problématique qui est bordélique, parce que c'est vraiment le bordel là quand même. Ouais. Et donc là, tu en es où, Magali? Tu as reconstitué une petite équipe avec toi? Est-ce qu'il y a des personnes de l'ancienne équipe qui sont revenues pour travailler avec toi? Comment ça se passe quand on a dû licencier, laisser partir les gens pour après les refédérer? Ouais. Alors, donc, quand j'ai reconstruit Medicasa, je l'ai reconstruit seule. J'ai fait un premier test seule. Il faut savoir que je suis repartie de zéro. C'est-à-dire qu'il y avait 0 offre sur le site. Donc, petit à petit, 10, 20, 30, 100, 200, 300. Là, il y en a plus de 3000. Mais il est possible que demain, il y en ait 1500 parce qu'on a un algorithme aussi qui... je vais revenir sur l'équipe. Mais là, je suis sur l'offre parce qu'en fait, ça fait partie de la communauté et de la valeur ajoutée de Medicasa. Et voilà. Donc là, on crée cet algorithme pour travailler sur les hébergeurs les plus réactifs. Et en fait, entre-temps, du coup, depuis ce début d'année, donc, je collabore. Aujourd'hui, on est 0 salarié. Moi, je vais me salarier à partir du mois de septembre, parce que ça suffit. Ça fait 3 ans. Je ne vais pas reproduire la même chose. Il faut que je me mette en sécurité. Il est très important que je n'ai plus de charge mentale par rapport à ça, parce que toute charge mentale que tu consacres, c'est ce que tu ne consacres pas au positif. Donc, moi, j'essaye de me dégager de ça. Donc là, je vais me rémunérer. Et... je rémunère donc en prestation. On est 5 personnes, 5 femmes. C'est que des femmes. J'ai mon associé qui est technique aussi. Mais comme il a eu un problème de santé l'année dernière, grave, il a été un peu, peut-être un peu démotivé, ce que je comprends. Donc là, on est vraiment 5 femmes et une personne aussi, un développeur no-code qui m'aide maintenant, donc on peut dire qu'on est 6. Et dans ces 5 femmes, j'ai Amandine qui était là chez Medicasa dans la vie numéro 2 quand il y avait du coup le nouvel investisseur, qui s'occupe de toute la communauté espagnole et italienne, donc qui revient en force cette communauté. Et elle est géniale. Amandine Zapata, elle a la triple nationalité française, italienne et espagnole. Elle a vécu un enfer aussi entre-temps. Elle a fait une reconversion en tant qu'aide-soignante à l'hôpital de Nîmes, où elle a aidé tous les patients dans le Covid. Pendant le Covid, elle a vu des morts, etc. Enfin, vraiment, elle a aussi une histoire rocambolesque. Amandine, c'est pour ça que pour moi, c'était... Enfin, elle est revenue vers moi. Je dis, oui, viens, quoi. Voilà, et là, du coup, elle va reprendre ses études en master. Et donc, voilà, on retravaille ensemble, quoi, à partir de... Enfin, là, on est déjà en collaboration. Et ensuite, on a Cécile qui est une copine d'enfance du collège Clos-Ferbois de Jargeau, de Sologne. C'est marrant, quoi. Et en fait, elle est dans la communauté no-code. Et comme quoi, parfois, c'est aligné quand les grands esprits se rencontrent. Et donc, elle est chargée de faire convertir les réservations donc, de la communauté française et portugaise, parce qu'elle parle portugais. Et après, on a Laurie qui est à Montpellier. Elles sont toutes associées à Medicasa. Et Laurie, elle s'occupe aussi de la communauté française, mais également du club à impact et des associations. Donc, les associations, je voudrais en dire 2 mots. Elles sont... c'est des associations qu'on a sélectionnées aussi avec les membres de Medicasa. Il faut savoir que les membres sont très impliqués, les membres hébergeurs et voyageurs dans Medicasa. On a plusieurs groupes, Slack, WhatsApp, etc. Ils évaluent aussi les offres du site. Il n'y a pas une seule offre qui n'est pas évaluée. Et ils gagnent des crédits voyage à chaque fois. Ou des crédits hébergement. Donc, du coup, ils gagnent
plus d'argent quand ils reçoivent une réservation. Et pour info, on est 10% moins cher que les autres plateformes. Donc, c'est vraiment tout gagnant pour tout le monde. Et en fait, elle représente ce club à impact, donc à la fois les entreprises qui financent, qui veulent valoriser leur RSE, et les associations qui font partie du club. Donc en fait, l'idée, quand vous allez vous pouvez vous abonner au club à partir de 50 € et vous en paierez que 20 et quelques. Donc vous allez avoir une réduction fiscale de 60%, 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises. Et elle s'occupe de sélectionner des associations. Et en fait, quand vous êtes dans le club, vous sélectionnez vous-même les associations qui ont été du coup présélectionnées. Et donc, ça peut être des associations qui sauvent des vies, donc qui luttent contre le cancer pour les enfants. Par exemple, on est avec l'Institut Curie. Donc, on travaille aussi avec une association de Levallois, la Fée Cadeau, qui fait des bourses aux jouets pour les enfants. On travaille aussi avec des associations environnementales pour replanter des arbres, avec donc Vivre Avec, par exemple, qui, eux, ont déjà replanté 14 millions d'arbres. Donc, le chiffre que vous voyez sur Bedicassa, la mesure de l'impact, parce que c'est quelque chose qui nous est aussi auquel on est très sensible, c'est la mesure de l'impact. Donc, notre idée, c'est vraiment de donner ce compteur individuel et au niveau de l'organisation. Donc, savoir pourquoi vous mettez 50 €, qu'est-ce que vous avez, à quoi vous avez contribué derrière. Donc, nous, c'est le nombre d'arbres plantés, le nombre de coraux replantés. On travaille avec Coral Guardian, qui est une super association. Donc, toujours loi 1901, ça c'est important, c'est pour que la réduction fiscale se fasse auprès des particuliers et des entreprises. Eux, ils replantent des coraux. Ils ont replanté des centaines de nurseries en Indonésie, mais maintenant aussi en Méditerranée, parce qu'il faut savoir que plus de 50% de nos coraux ont disparu. Donc, c'est quand même l'oxygène de notre planète, après les arbres, hein, c'est le poumon de notre planète. Donc, il faut les soutenir. Vous pouvez aussi faire des plongées avec eux. Donc, ça, c'est génial aussi, des activités. Et ça, c'est ce qu'on faisait aussi avec Léona. Du coup, on va peut-être reprendre parce que les hébergeurs eux-mêmes proposent des activités maintenant artisanales. Donc, ça vous intéresse aussi. On pourra faire des partenariats locaux, artisanaux, beaucoup de yoga, beaucoup d'activités autour du bien-être et de l'environnement. Donc, on a des guides, des naturalistes, des scientifiques, voilà, qui proposent ces activités. Et en fait, au sein de nos associations, on a déjà ça. Des personnes qui proposent que les gens participent en fait à des plongées sous-marines pour aller replanter des coraux dans la Méditerranée. C'est génial. Et quand vous faites ça au sein de votre entreprise, putain, c'est super team building, quoi. Ça change de l'escape game, voilà. C'est différent. Ou ça peut être aussi des ateliers, ce qui fonctionne bien aussi, c'est au niveau de la nutrition. Donc des ateliers permaculture, potager. Donc nous, on a beaucoup d'hébergeurs qui proposent ça. Et d'ailleurs, c'est sur les fiches des hébergements, toutes ces activités. On ne le prend pas dans notre réservation. Mais par contre, c'est écrit et il y en a qui le font sur place. Donc, en fait, vous cultivez de votre petit potager et puis ensuite, vous allez manger ce que vous avez cultivé. Donc voilà, de la terre à l'assiette, c'est génial. Et comme ça, vous savez ce que c'est et il n'y a pas de plein de pesticides dedans. Donc ça, c'est aussi un autre aspect, c'est l'aspect alimentaire, nutritionnel qui est important pour nous parce que bon, voilà, on a les cancers, on a partout autour de nous. On a beaucoup de maladies dans les pays occidentaux qu'on a développées parce qu'il n'y a jamais eu autant de perturbateurs endocriniens, vous le savez, et de pesticides. Et c'est pour ça aussi que l'application Yuka maintenant explose. Et c'est très bien parce que vous permet de mesurer, en fait. Il y a 40 millions d'utilisateurs, elle vous permet de mesurer justement cet aspect-là. Et puis, ils sont d'ailleurs indépendants financièrement. Donc, ça marche, ça prouve que ça marche. Bon, bref. Voilà, ces associations. Donc là, je reviens à Laurie. Donc des associations environnementales, arbres plantés, coraux replantés, les animaux sauvés. On est avec YouCare aussi, donc qui sauve. Ils ont sauvé 350 animaux. Donc les abandons, il y a beaucoup d'abandons suite à l'inflation d'animaux domestiques. Donc ça aussi, on est très sensible à ça. Et donc vous savez, en fait, l'idée c'est de savoir exactement, voilà, ce que vous avez contribué à sauver grâce à votre don, quoi. Donc ça peut être les enfants, ça peut être la recherche, la santé, les animaux. Donc voilà, c'est des thématiques très, très concrètes liées à l'humain et à l'environnement, à la nature.
Donc ça, c'est pour Laurie. Et la dernière, c'est Alexane, que j'ai rencontrée l'année dernière en coaching, parce que je suis aussi coach pour des écoles de commerce et des startup studios. Et elle est entrepreneuse. Et en fait, on s'est rencontrés lors d'un hackathon à La Défense, à Sub de Vinci, pendant toute la semaine, où on coachait plein d'étudiants. C'était un peu en mode startup. Et en fait, elle est entrepreneuse. Elle a son podcast sur l'entrepreneuriat et le bien-être. Voilà, petite idée. Et elle est prof de yoga. Elle fait des séances 3 fois par semaine. Elle a installé une salle chez elle. Elle habite en Sologne aussi. Et en fait, on s'est rencontrés l'année dernière et on a coaché les étudiants qui avaient un peu l'emploi dans la main et qui étaient un peu désabusés du système et qui n'avaient pas du tout envie de bosser. Donc là, on s'est trouvés toutes les deux pleines d'énergie. On a une génération d'écart, mais on s'entend super bien. Et en fait, quand j'ai cherché une responsable de communication à impact, tout de suite, j'ai été vraiment hyper remplie de candidatures super. Mais j'ai dit oui, c'était évident, quoi. Donc voilà. Et en fait, maintenant, c'est mon associée. Donc depuis cet été, Alexane. Elle s'appelle Alexane Renaud. Voilà, donc j'ai fait le tour de l'équipe et on a un super actionnaire qui s'appelle Yannick Chamings, qui est chez Team for the Planet. Ça, j'ai oublié de le mentionner. Les fondateurs de Team for the Planet, je les remercie. Donc, je suis aussi actionnaire de Team for the Planet. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise à but non lucratif qui œuvre pour créer et développer des entreprises pour lutter contre les gaz à effet de serre et qui lève du coup des fonds. On a reçu Arthur et Mehdi. J'ai entendu les donc deux voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez deux parmi, parce qu'ils sont plusieurs cofondateurs au moins. Ouais, ils sont 10. Oui, c'est ça. Ouais. Donc là aussi des super très beau modèle. histoires à écouter. Ouais. Très très beau modèle. Et donc nous on a Yannick Chamings qui est au bord de conseil de surveillance. Qui nous a rejoint et qui m'a fait confiance, qui m'a donné une seconde chance, quoi. Donc lui, c'est un ancien entrepreneur, très tech, très ingénieur. Il a tout de suite été séduit par le nouveau modèle que je proposais. Et on se connaissait pas. Et il a tout de suite mis son argent chez Bedicassa, quoi. Et donc, ça nous a aidé à passer des leviers. Donc, on a eu ensuite le prêt de la Banque Populaire du Sud. Donc, encore une fois, on sélectionne nos partenaires bancaires. Partant de rien. Après, on a été accompagné par Montpellier Initiative. Donc, c'est France Initiative au niveau national. Donc, ça, faut le savoir aussi, ça existe pour tout ce qui est économie sociale et solidaire. Donc, nous, on est une entreprise à mission de l'ESS. Et là, hier, j'ai appris, donc ça, c'est la bonne nouvelle, que maintenant, on a la bourse French Tech. Et donc, du coup, on rentre dans le réseau French Tech. Et là, ça, c'est une subvention. Donc, on est accompagné par BPI. Voilà, Banque publique d'investissement. Donc, ça veut dire qu'une seconde chance est possible, là où j'avais toutes les portes closes, parce que c'était pas le cas quand j'ai recommencé le Bedicassa, et voilà, je me suis reformée en 2021. J'avais quand même pas mal de portes fermées parce que j'avais l'étiquette d'avant. Mais là, quand on voit que ça commence à fonctionner, on a plus de confiance dans les gens. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'espoir et que on peut recréer notre avenir, et ça dépend que de nous. Donc, si vous pensez que c'est impossible à faire, merci Magali, parce que tu nous as démontré que c'était complètement possible. C'est Mark Twain, ça. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et du coup, quelles sont tes envies pour la suite, là, fin 2023, 2024, et comment est-ce qu'on peut t'aider, contribuer, participer, si les personnes qui écoutent ont envie de rejoindre de plus ou moins près, plus ou moins loin, mais l'aventure et contribuer sur ce sujet du tourisme responsable? Alors, le 12 octobre, on va faire un événement important à Montpellier. Et je vais annoncer une nouvelle, un nouveau modèle dans le modèle qui va permettre aux personnes qui nous aident pour le club à impact à clairement y gagner au niveau valeur. Donc, on m'a parlé de gamification tout à l'heure. On est en train de le faire. Donc, le principe de gamification, c'est de donner une reconnaissance non financière à la personne qui va faire des efforts. Donc ça vient des jeux vidéo. Et puis,
un gain aussi financier. Donc, on allie les deux. Voilà. Et ça, donc en fait, le 12 octobre, nous, on va présenter, on va faire une rétrospective de Bédicassa. Et ça sera, l'événement, c'est l'apéro à impact. Pourquoi ? Sous forme d'apéro. Donc, il va y avoir beaucoup de monde. Ça sera à Montpellier. Ça sera à 19h30. A priori, ça devrait être dans l'amphithéâtre de Montpellier Business School, parce que je suis coach là-bas. Et donc, du coup, voilà, on est en partenariat. Et donc, l'idée, c'est vraiment de donner, en fait, de partager déjà mon expérience, mais c'est surtout de donner envie à d'autres de mettre en place ces modèles ou de réinventer nos offres. Parce que nos offres actuelles, il faut les réinventer. Et en fait, comme dit Fabrice Bonifay, le directeur du développement durable du groupe Bouygues, aujourd'hui, nos offres, elles ne sont plus essentielles à nos nouveaux enjeux planétaires. Et en fait, on a toujours une alternative une alternative circulaire, où donc l'économie circulaire, on va travailler son offre pour produire le moins de déchets possible. Mais ça peut être aussi des déchets numériques, des déchets physiques, mais aussi des déchets numériques. Voilà. Donc, c'est déjà, premièrement, de travailler son offre. Ensuite, ses modèles économiques, sa communication, une communication plus transparente qui intègre les parties prenantes. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le modèle des entreprises à impact, des entreprises à mission qu'on va, du coup, présenter. Et puis, du coup, à la fin, cette proposition de venir nous rejoindre contre un gain financier, mais aussi surtout moral, pour aider les entreprises à valoriser leurs responsabilités sociales et environnementales, et donc et être gagnantes, en fait, parce qu'elles vont pouvoir mieux recruter, pouvoir mieux communiquer en interne. Voilà. Donc, c'est le 12 octobre à Montpellier, et c'est la direction qu'on veut prendre, c'est vraiment développer ce club à impact et faire en sorte aussi d'avoir un impact dans la vie des gens, sur leur foyer, pour qu'ils améliorent leur foyer. Voilà. Leur foyer. Et j'ai oublié de mentionner qu'on est en partenariat avec une start-up pour développer aussi, distribuer des nichoirs à oiseaux. Donc en fait, on a les refuges de biodiversité qu'on distribue également au sein de ces bourses éco-habitat. Parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir des nichoirs sur notre balcon et faire revenir la biodiversité. Et il y a des nichoirs et des refuges également à abeilles, à chauves-souris, à papillons, toute cette biodiversité qu'on a perdue, on peut la faire revenir. Et d'ailleurs, c'est écrit maintenant dans la loi, c'est 20% qu'on va faire revenir. Alors, j'en profite. Attention, ne placez pas votre nichoir trop près d'une fenêtre, parce que nous, c'est ce qu'on a fait. Il y a quelques petits oiseaux qui se sont pris un peu trop brusquement la fenêtre depuis qu'on a fait ça. Donc, on n'a pas tellement restauré la biodiversité, là. Ah ouais, tout à fait l'inverse. Ouais, donc on a changé le plan. Voilà, exactement. Donc lisez bien, regardez bien avant de placer la nichoir. Le nichoir, il faut qu'il soit pas orienté soleil, il faut qu'il soit à 1,5 mètre du sol, il faut le nettoyer en automne, et que en automne, donc juste avec un coup d'eau pour que les oiseaux au printemps puissent nidifier. Il faut qu'ils soient éloignés des chats. Il faut que les chats, s'ils sont dans cet environnement, portent des colliers qui soient détachables facilement et avec une petite clochette pour alerter les oiseaux, parce que c'est le premier prédateur, en fait, des oiseaux. Voilà, c'est mon premier prédateur aussi, le chat. Moi. Moi aussi, je dois rester éloigné des chats. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux, pourra vous en dire plus. Aussi, voilà, mais c'est un sujet important. Bon, super. Est-ce qu'il y a un sujet, Magali, qu'on n'a pas abordé, qui est encore important pour toi de partager ? Non, juste le dernier mot de fin, encore une fois, c'est never give up. Donc, j'ai eu une histoire aussi personnelle très récemment d'un cancer de proche, et très, très, très dur. J'ai accompagné donc ce proche en fin de vie. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a toujours espoir. Donc, même si on vous dit, parce que les déserts médicaux, les gens qui vous disent des choses et qui finalement, ça vous fait perdre espoir,
il faut toujours trouver des alternatives. Il ne faut jamais rester sur la première mention. Il faut toujours aller plus loin. Bon, on sait qu'on est de passage sur Terre. Malheureusement, toute chose et tout événement a un début et une fin, mais on va faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible. Et pour moi, on a tous une mission, en fait, c'est de laisser une trace positive pour ceux d'après, finalement. Et bon, pour ça, il faut se battre. Il faut se battre personnellement, et faire preuve d'autodiscipline, avoir une bonne santé, bien manger. Voilà, c'est être un bon humain. Et laisser une trace positive pour l'avenir. Mais en tout cas, la solution, on l'a, elle est souvent entre nos mains et on ne la voit pas forcément tout de suite. Oui, et un petit teaser, mais c'est aussi des sujets, nous, qui nous passionnent et qu'on va aborder. Il y a des associations qui accompagnent les personnes qui ont un cancer, justement, à vivre et à voir le cancer de manière différente et à peut-être se battre de manière aussi un peu différente et moins médicalisée, mais qui apporte d'autres choses. Donc voilà, sans en dire trop parce qu'on n'a pas encore enregistré et donc je ne veux pas teaser trop en avance, mais ce sera aussi des sujets qui sont extrêmement importants. Et quand on parle d'écologie, c'est la planète, mais c'est soi, c'est son rapport à la santé et l'accompagnement dans tout ça. Donc ça va venir aussi sur Tipping Point très bientôt. J'ai hâte de l'écouter. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Magali. Ton parcours est extrêmement inspirant et quand tu dis never give up, c'est je pense la leçon, mais pas que cette résilience, mais l'enthousiasme. Tu vois, ce qui moi m'a beaucoup touchée, c'est que tu as le même sourire, le même entrain au début, à la fin de l'histoire. Le projet, tu le portes depuis que tu as 14 ans, tu nous l'as dit, en tout cas dans ton cœur. Et aujourd'hui, ce projet-là, il a une autre forme, il a eu plein de formes et plein de vies différentes. Mais la flamme, la source, elle reste la même. Donc c'est vraiment, vraiment inspirant et tu l'as dit et j'ai à la fois envie et pas envie d'insister là-dessus, mais tu es aussi une femme et avec tout ce qu'une femme traverse dans sa parentalité, dans son rapport aux hommes, à l'entreprise, aux fonds d'investissement, aux finances. Bon, voilà, c'est moi qui ai l'honneur de faire cette conclusion et ça me touche d'autant plus. Voilà, que je pense, voilà, et que peut-être que vous l'avez entendu, mais Tom était avec nous une petite partie, voilà. J'ai pris quelques photos où tu te balances. Oui. On postera ça aussi. À droite, pour ne pas qu'il crie dans les micros. On postera ça aussi. Mais merci beaucoup pour tout ça parce que c'est vraiment un plein d'espoir et de motivation. À continuer à y croire, à se battre pour défendre ce en quoi on croit et surtout porter les projets qui nous tiennent le plus à cœur, s'autoriser à rêver et à mettre dans la matière nos rêves, de pas rester que dans les étoiles, mais de redescendre les pieds sur terre. Donc vraiment, merci beaucoup Magali. Merci à vous deux, Lucie et Romain. Merci Magali, à bientôt. C'était un honneur, merci. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.